Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro du Journal de la Défense. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve au pied des Pyrénées, à Pau, à l'occasion de la 11e Université d'été de la Défense. Un rendez-vous incontournable qui réunit 400 décideurs français, européens, parlementaires, hautes autorités politiques ou encore industrielles. Tous ont 2 jours pour réfléchir à la défense de demain. Et sans plus attendre, nous allons parler de coopération franco-allemande sur et sous l'eau. Des chasseurs de mines des 2 nations ont exploré les fonds marins à la recherche d'engins explosifs historiques. Prenez votre respiration. Mai 2013, nous sommes toujours en opération code 13.1 et nous allons procéder au relevage, déplacement et contre-minage. Au large de la baie de Somme, le chasseur de mines français L'Aigle et son homologue allemand Sulzbach-Rosenberg s'apprêtent à détruire une mine de la Deuxième Guerre mondiale. Une opération réalisée dans le cadre du traité de l'Élysée. On fait cette opération dans le cadre du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. On est habitué à ce genre de manœuvre. C'est pas inhabituel pour nous de travailler avec les Français. Et en fait, ça fait même quelques années déjà que nous réalisons chaque année des exercices communs. Donc globalement, 6 personnes à bord du chasseur de mines aux centrales opérations sont chargées de détecter des échos. Une fois que la mine a été identifiée, les plongeurs vont procéder au relevage de cette mine pour la contreminer à un endroit libre de toute infrastructure humaine, que ce soit des épaves ou des sites naturels classés. Et donc les plongeurs vont procéder à l'amorçage en y posant un pain d'explosif au plus proche de cette mine et vont l'amorcer à l'aide de détonateurs sous-marins. A bien reçu de Zodiac mise en œuvre. Ligne déchantée, exploseur branché. 3, 2, 1, sono. Chaque année, plusieurs centaines d'engins explosifs historiques sont détruits. Une opération nécessaire pour garantir la sécurité des activités maritimes. Dans cette manœuvre, les hélicoptères Tigre appuient les hélicoptères Puma qui débarquent les groupes d'infanterie. La démonstration dynamique actuellement en cours illustre les différents engagements opérationnels de la France et montre également comment les forces armées défendent et protègent le territoire national. Les matériels utilisés sont déjà employés dans les forces ou sont appelés à l'être très prochainement. Au total, 1000 hommes et 52 unités et formations ont été mobilisés. Alors, vous le savez peut-être, les différents engagements de la guerre du Golfe à l'Afghanistan ont permis de faire évoluer les procédures et tactiques de la médecine de guerre. Aujourd'hui, le personnel médical est formé à prendre en charge les blessés sous le feu et jusqu'à un hôpital médico-chirurgical. Illustration en images lors d'un exercice tourné au plus près de la réalité. Je sens plus mes jambes, faites quelque chose! 26 juin 2013, en zone de combat. Je t'ai mis ta morphine ou pas? Non, j'ai rien fait. Allez, il faut commencer à le faire. Lors d'une patrouille à pied, un soldat français tombe, blessé par balle. Sous le feu ennemi, ses camarades du soutien santé le prennent en charge. Voilà, ça va te calmer quelques instants. Voilà, tu restes là. Et tu cries si ça s'améliore pas. Ce scénario est celui d'un exercice de médecine de guerre effectué par les élèves de 6e année de médecine à l'école de santé des armées. Cet exercice il vient clôturer ce qu'on appelle le brevet de médecine de l'avant, qui est un enseignement médico-opérationnel qu'on a reçu tout au long de notre 2e cycle, en 3e année, en 4e année et en 6e année, depuis le sauvetage du blessé directement au combat jusqu'à la prise en charge dans un poste médical comme ici, de façon avancée, avant l'évacuation sur l'hôpital médico-chirurgical. Sur différents ateliers, les 90 aspirants médecins ont mis en pratique leurs connaissances médicales et mesuré les difficultés auxquelles ils pourront être confrontés sur des théâtres d'opération.
la prise en charge de plusieurs blessés avec du matériel spécifique et des tactiques médicales particulières. C'est la première fois qu'on a une mise en condition réelle avec la sonorisation, avec les blessés grimés. Donc sur le plan théorique, on est relativement calé, mais c'est vrai qu'on se rend compte que de mettre en pratique directement les enseignements dans un contexte de stress, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est tout l'intérêt de cet exercice et des autres qui viendront pour qu'on amène les équipes les mieux formées auprès de nos blessés en opération. Cette formation particulière du personnel médical des armées a permis d'optimiser la prise en charge des blessés directement sur le terrain et ainsi de réduire le taux de mortalité au combat. Sur tous les théâtres d'opération, la santé est désormais intégrée à la manœuvre militaire. The game is over. Allez, vous rendez vos matériels, c'est bien. Bonjour Madame Adam, l'Université d'été de la Défense c'est toujours un temps fort et surtout j'imagine quand on est la présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Alors qu'attendez-vous de cette édition 2013 ? J'en attends plein de choses. D'abord des dialogues forts, sincères, entre industriels, militaires, parlementaires, mais aussi avec nos amis européens présents. Et puis à la veille d'une LPM et d'un budget qui est contraint, ça nous permet véritablement de bien peser les enjeux, avec un travail qui nous attend, qui va être mené à travers de nombreuses auditions, de visites sur le terrain aussi, c'est la première. C'est une université qui a atteint ses lettres de noblesse et je pense qu'elle va continuer dans ce sens encore pendant de très nombreuses années. Merci beaucoup Madame Adam. Direction maintenant l'Afghanistan. 500 soldats français sont encore déployés sur ce théâtre. Qui sont ces hommes et femmes? Quelles sont leurs missions? La réponse dans ce reportage. Juillet 2013. Conformément au calendrier décidé par le président de la République, le désengagement français en Afghanistan touche à sa fin. Les objectifs sont atteints. Depuis le départ des forces combattantes, 500 soldats français continuent la mission de soutien à l'État afghan au travers de 4 pôles d'excellence, dont le commandement de l'aéroport de Kaboul. Rencontre avec le commandant des forces françaises en Afghanistan. L'OTAN a reçu de l'État afghan la responsabilité de faire fonctionner cet aéroport, avec également la condition de former des Afghans pour que, à la fin de l'année 2014, l'État afghan puisse être en mesure d'avoir la responsabilité de fonctionnement de cet aéroport. Je suis responsable pour tout le trafic aérien, qu'il soit civil ou militaire, de l'exécution des 5 fonctions essentielles qui permettent à un aéroport de fonctionner, à savoir le contrôle aérien, la sécurité incendie, le management de la sécurité, les aides à la nave et le service météorologique. Second pôle d'excellence, l'hôpital médico-chirurgical. Situé sur l'aéroport de Kaboul, il est sous commandement français depuis 2009. 6 boxes d'urgence, 3 blocs opératoires, 5 nations représentées, 90 Français. Sa particularité, des spécialistes militaires comme un dermatologue, un ophtalmologiste ou encore un dentiste. Ils opèrent tous au sein de l'hôpital. Autre pôle d'excellence, depuis 2011, le laboratoire européen de contre-IED. Le lieutenant-colonel Charles, commandant ce laboratoire, nous en explique les missions. La première mission du laboratoire contre-IED, c'est d'améliorer la protection de la force contre les engins explosifs improvisés. La deuxième mission consiste à attaquer les réseaux de fabrication et de pose de ces engins explosifs improvisés. Et enfin, la troisième, qui est complémentaire de la seconde, ça consiste à traduire les personnes qui ont fabriqué ces engins devant la justice locale. Dernier pôle d'excellence depuis 2002, la mission française de formation et de conseil auprès de l'armée de terre afghane, EPIDOT. Des mentors dans 5 écoles afghanes, 5 nations représentées, 88 Français. Nous avions parlé de ce sujet qui était la relation franco-afghane. Franco-afghane, ça veut dire France-Afghanistan. Notre mission, c'est de participer à la reconstruction de l'Afghanistan aux côtés des Américains qui ont entrepris un effort important dans ce domaine ici, en apportant notre savoir-faire, celui de l'armée française, et en appuyant donc le commandement afghan dans ses décisions et dans ses choix, dans sa vie courante également. L'avenir de l'Afghanistan est probablement ici.
Fin 2014, le transfert des responsabilités de la sécurité du pays aux autorités afghanes s'achèvera. La coopération avec la France se poursuivra grâce au traité d'amitié signé le 27 janvier 2012. Ça veut dire que quand ça termine cet stage, quand ils rentrent dans leur unité. Toujours à Pau, nous sommes avec Jacques Gauthier. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Et on vous interrompt en pleine conférence. Alors de quoi parle-t-on ici à Pau? Nous avons tous ceux qui s'intéressent à la défense et nous essayons d'avoir des visions communes et de préparer ensemble l'avenir. C'est donc un moment fort pour nous. Et cette année, les grandes thématiques, c'est après les opérations comme Serval, comme la Libye, essayer de nous projeter à travers ce qu'on appelle la loi de programmation militaire qui arrive le 14 octobre prochain au Sénat puis à l'Assemblée et qui va fixer les grands choix pour nos armées pour les 6 ans qui viennent, essayer de ne pas nous tromper de façon à garder toujours le meilleur outil possible pour répondre aux ambitions de notre pays. Justement, ces grands choix, ces grands défis, quels sont-ils selon vous? Écoutez, partant des menaces que nous connaissons, c'est-à-dire les pays potentiellement dangereux, le terrorisme, les cyberattaques, voire le format des armées, les équipements dont nous avons besoin, les entretiens et les entraînements que nous devons avoir comme réponse pour nos troupes. Et avec cela, nous essayons donc d'apporter une réponse à 3 et 6 ans avec des engagements financiers globaux. Après, chaque année malheureusement, et c'est naturel, nous revenons lors de la loi de finances pour voter les sommes que nous avons définies de façon globale. Et il faudra se battre, et c'est naturel et c'est chaque fois la même chose, pour ce que nous avons vu au niveau global soit réalisé année après année. Merci Monsieur le Sénateur pour vos réponses. Merci. Depuis 2004, les pays membres de l'OTAN garantissent chacun à leur tour la police du ciel des pays baltes. Cette année, la France a assuré cette mission pendant 4 mois. Depuis la Lituanie, nous y étions. « 10 h du matin, l'alerte retentit. C'est le déclenchement d'un scramble, un décollage sur alerte. Pour ces 2 pilotes de chasse français, le compte à rebours commence. Leur objectif est de décoller en moins de 15 minutes depuis la base aérienne de Cholet, en Lituanie. Cette mission, intitulée Baltique 2013, est effectuée à tour de rôle par des pays membres de l'OTAN. Après le Danemark, c'est la France qui a pris le relais le 30 avril dernier, en dépêchant 4 Mirage F1CR et près de 90 militaires de l'armée de l'air. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pendant 4 mois, ce détachement n'a qu'une mission, assurer la police du ciel. La mission du détachement Baltique 2013, c'est de protéger l'espace aérien des 3 pays baltes pour l'OTAN. Ça va de la surveillance jusqu'à l'intervention armée, voire la destruction d'un appareil. De retour sur base, ce sont les mécaniciens qui prennent le relais. Ils ont 1 heure exactement pour remettre les avions en état de vol. Afin d'être prêts en cas d'alerte réelle, les pilotes, eux, s'entraînent. 2 à 3 fois par jour, ils préparent des missions où ils jouent différents scénarios, comme l'interception d'un avion suspect ou une panne radio. En plus de cet entraînement, une partie du détachement effectue chaque semaine, dans un des pays baltes, un desserrement, c'est-à-dire une reconnaissance de site. Ici, à Amari, les pilotes et le reste de l'équipe prennent contact pendant une journée avec leurs homologues estoniens et se familiarisent avec la base aérienne où les avions pourraient être amenés à atterrir en cas de besoin. Amari est un site de déroutement pour la police du ciel, donc si leurs appareils rencontrent un problème technique ou s'ils manquent de carburant, ils peuvent atterrir ici dans les meilleures conditions. Le 3 septembre dernier, les Français ont cédé la place aux Belges. Les 4 Mirage F1CR ont alors quitté le ciel balte pour celui tout aussi bleu de leur base de Mont-de-Marsan. 5 now. Merci beaucoup for the mission. 180 milliards sur l'exercice. Après les démonstrations dynamiques, les conférences, vient le temps des présentations de rapports d'information par les parlementaires, comme celui consacré à l'Europe de la défense, et il va commencer dans quelques minutes. Et c'est ici, devant le Palais Beaumont, au cœur de Pau, que je vous dis au revoir. Et je vous remercie évidemment de nous avoir suivis. À très vite pour un prochain numéro du Journal de la Défense.